Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les armes manoirs de Pléniventaire. Alors, le manoir de Mézarnou est un édifice du XVIe siècle sur l'emplacement féodal beaucoup plus ancien. Le manoir est situé sur la commune de Pléniventaire, dans le Finistère. Le manoir est situé à l'entrée de Pléniventaire, enfin, quand on vient de Plouédern, à l'entrée de Pléniventaire, en retrait d'or. Au XVIe siècle, le pire 14 et l'enlèvement de Marie Le Chevroir en 1595. Le manoir de Mézarnou, entouré de douves, était au cœur d'un vaste domaine qui couvrait à l'origine 17 hectares et était entouré d'un mur d'enceinte. Le 1er août 1504, guerre de la Ligue, qui sont des guerres de religion au nombre de 8, qui se sont succédées en France entre 1502 et 1598, opposant les partisans du catholicisme aux partisans du protestantisme, des opérations militaires pouvant aller jusqu'à la bataille de Rangers. On en fera peut-être une vidéo. On verra. Hervé de Perceval, qui sont une famille de subsistance noblesse, noble française, bretonne subsistante, originaire dans le nord du Finistère. Aligné au manoir de Mézarnou, pensant trouver un à sa cause et rallier le roi de France Henri IV. Il est trahi par celui-ci. Donc, Yves de Lisquotte, il est né à Beauclos et il est décédé en novembre 1594 avec le seigneur de Lisquotte du bois de la Roche. C'est un noble français originaire des guerres de religion entre 1578. Alors que son hôte, Hervé de Perceval, et qu'il le reçoit à souper, ce dernier tue 2 domestiques en l'intimité avec ses hommes. Donc, nous avons un extrait d'un article de 1594. Yves du Lisquotte vint donc à Mézarnou. Hervé de Perceval alla à sa rencontre jusqu'à Landerneau. Le souper fut gai, donc joyeux, et du Lisquotte ne cessa de se de Mézarnou son cousin. Mais aussitôt le souper fini, au moment d'aller se coucher, il met la main au collet de son hôte et le fait prisonnier. Il fut enfermé avec les siens dans la petite salle est contiguë à la salle à manger. Du Lisquotte et ses hommes se livrèrent alors au vol et au pillage. Laissant la maison, il leur était facile de découvrir. Ils ont emporté ce qu'il y avait de précieux, bien plus. Ils pillèrent Pléniventaire, l'un de est très malheureusement emportant croix que les paroisses avaient déposé comme montgessure. Les soldats poètes établirent 15 jours à butiner. Après, ce fut taillé la part du nom, celui qu'il avait reçu en ami, sous son tour hospitalier. Hervé de Perceval sortit des prisons de ses maisons au détriment de ses amis, Thioudi et Carrasco. Le château de à peine eu le temps de se reluire. L'année suivante, en 1595, le Guy Hédard de la Fontenelle. Mais alors, je vous revenir. Qui est Fontenelle? Alors, Guy Hédard de Beaumanoir, en 1273, il est mort au 11 septembre 1600. Il est un chef de guerre combattant pendant les guerres de religion et un brigand célèbre dans toute la Bretagne de la fin de Louis-Guillaume Moreau restitue le sieur de Perceval, habitait un des plus beaux manoirs de l'évêché de Mézarnou était alors défendu par Dieu au logis des gardes. La Fontenelle eut-il fait à ceci son nom, le recevoir avec beaucoup d'empressement. Le sieur de Mézarnou, après la grande salle d'honneur située au rez-de-chaussée, fit conduire les gîtes dans les cuisines de l'ordre des rafraîchissements. La pièce était éclairée par des grandes de pierre, mais extérieurement de forts barreaux croisés comme les grilles d'une prison. Feu pétillait dans l'immense cheminée de la salle du manoir. Une longue table de chêne qui, suivant l'usage du temps, occupait le milieu de l'appartement était déjà une nappe de toile d'une grande finesse sur laquelle resplendissaient de superbes pièces, de riches vaisselles attestant Le 15 août, après avoir retenu Hervé de Perceval dans son manoir, il décide de l'envoyer en prison à 2 semaines et ne sera libéré qu'après une rançon de 9 000.
et dut remeubler son manoir en prenant du mobilier. Le manoir ne l'a pas eu. Le manoir, entouré de cœur d'un vaste domaine qui couvrait l'air, et était entouré d'un mur d'enceinte le 1er août par le cousin du propriétaire de religion. Alain de Perceval, qui s'était quelque peu maison de la Ligue, désirait se rendre royal d'Henri IV et comptait pour cela l'habilitation d'Yves du Lisquet. Au lieu de cela, ce dernier le trahit renvoie en prison à Brest. Et il ne sera libéré qu'après son rançon d'une dauphine à son écu. Qu'intervient Monsieur Guilledère de la Fontenay, trompe la confiance de son hôte en le mari, le chevard, riche héritier avec le René de Guadeloupe, d'Hervé de Perceval, alors âgé entre nous selon les sources. Dans un couvent d'Ursulines à Saint-Malo, avant quelques temps plus tard, malgré son trait, donc bien avant ses 14 ans. Et à l'époque, il était quand même beaucoup plus répandu. Il était âgé probablement dans l'île de Tristan. Les versions différentes existent d'ailleurs, dont certaines collectées par François-Marie Luzel. C'est un chant breton qui raconte une histoire de l'anecdote historico-mythologique, proche des ballades et des complaintes. Les Guerziaux illustrent majoritairement tragique ou triste, qu'un aspect fantastique. François-Marie Luzel, un folkloriste et un poète en langue vue sous la forme bretonne, Fanchel. Toutefois, un document datant de 1619, que ce soit Hervé de Perceval qui Bayard livrèrent ladite le chevard de leur propre autorité à Messire Guilledère Fontenelle pour la lui faire épouser d'avis de parents, ni décret de justice, sans préciser ses craintes ou par nécessité, toutefois à se faire aimer de sa jeune épouse. Au XVIIe siècle, la brève de Perceval intente, en 1603, un procès à l'aveu de son cousin. En sa requête, il expose toutes les circonstances qui montaient la valeur de ce qui avait été pris chez lui pour son diminutif. Le procès dura longtemps. Après, on voit François Hervé s'en occuper encore. Un inventaire quantifiait les objets pillés 9 ans plus tôt sur les trésors. En voici quelques très brefs extraits. 18 coffres des plans de Rouen, 36 chaises de cuir, 3 horloges de sang. En 1505, comportait 10 chambres meublées chacun, avec couverture aux franges de fil de 36 secrets en argent pour assez élaborer en argent doré, ainsi que 2 coups en inventaire fournit d'autres précisions. Autour du logis, une demi-bœuf pour rendre 18 taureaux ou génisses en outre dans les écuries, 28 grands chevaux, tous poulant de 2 ou 3 ans, dont le rendre vaut 200 livres, donc ce sont des chevaux castrés, servant à la charrue, blanc de lait. Donc c'est des poulains qui sont encore ils sont trop jeunes pour être débourrés, et de grands chevelets étalons pour courir un jument. 300 ou 400 chapons, où ce sont des grands coqs, vulgairement, qui est castré, afin d'atteindre une plus grande masse. Et les cavales. Je mens donc parmi 400 chapons, donc qui castrés, 70 coqs et poules, des poules domestiques de l'espèce américaine du dindon sauvage. Des greniers, des celliers, des caves, 5 tonneaux de vin de casquet, 2 de vin d'anjou, 6 ou 7 tonneaux de froment, 10 ou 12 tonneaux de seigle, 15 tonneaux d'avoine et environ 4 orques de baignoire. Dans le charnier. Au gras, ce sont des... Voilà. Donc, le procès est intenté. Il expose donc l'âge et il fait monter la somme à 60. Donc, sa petite fille vint à la procédure. Le manoir est l'objet d'un classement historique depuis. Et nous passons maintenant aux propriétés du manoir. Nous commençons avec la famille. Puis, au moins le XIe siècle, le fief de la famille que je vous ai présenté plus tôt, bretonne et française, leur devise, s'il vous plaît, la première histoire à garder dans le sous 1091, Anne-Pierre Andrews, civile de Perceval reste seigneur de Mézano jusqu'à ce que le fief tombe au Quenou. Lors du mariage de Françoise de Perceval, avec René Berbier, du château de Caen, présenté la vidéo précédente, en 1630, puis communiquement de la famille de Perceval en Bretagne, par un arrêté du 1269 qui furent relevés. Olivier de Perceval
qui en fit une fondation et augmenté ensuite par son fils, Géant de Perceval. Pierre de Perceval participe en 1200 à sa 7e croisade en Terre Sainte. Il est fait prisonnier lors de Soura, son fils du conseil de Bretagne, à Lézevin. Par la suite, de Perceval, vivante, comparée aux montres de Berson, Bourges et Conches en 1371, ratifie le traité de Guérande et il est capitaine de Lézevin en 1104. Son fils, Tanguy, épouse en 1300 Adélis de Kerlouan. Leur fils, Alain, en 1434, est secrétaire Jean V et capitaine de Lézevin. Alors, qui c'est en gros de la défense d'un château, d'une ville, modo, c'est pour moi, du moins, en tant que mère. De Kerlouan. Leur fils François épouse Jeanne de Prat. Leur fils décède le 7 avril 1485 et il épouse au service du roi prince ou seigneur temporaire. Il épouse Saint-Pierre le 12 août 1472. Yvon, qui décède en maréchal, lui aussi de Lyon. Il épouse Marie Kergon. Puis, c'est de cette dernière, Jeanne de Kergon construit le manoir actuel de Mézarn en 1925. Leur fils, donc le mariage, Maurice II, Jeanne de Kerwanec, dame de sénéchal et conseiller au Parlement de Bretagne. Leur fils, Yves de Perceval, qui décède en 1500 et conseiller au Parlement de Bretagne, épouse Jeanne de Bouteille de Tuffaouet, dont il est décédé en bas âge. Son frère, Géant, qui décède en septembre 80, conseiller au Parlement de Bretagne, recueille le seigneur de Mézarn de la Palue, épouse Françoise de Kerler, dame de Carascoët. Leur fils, Hervé, il prénommé aussi à tort Vincent dans de nombreux qui vit 716 lors de Mézarn de Carascoët, épouse René Descodégon. Donc c'est notre fameux. C'est emprisonné. Donc il épouse René de Guadelogon, sur le Chevois, originaire du département des Côtes-d'Armor et propriété de la paroisse. Alors René de Guadelogon, la famille de Guadelogon est une famille subsistante de la noblesse française d'extraction féodale, originaire de Bretagne. Leur fils, Alain, en 1613, Suzanne de Guéméné, leur fille, François, décédée en 1688, reine Anne d'Autriche, épouse en dernier du château de Kerjan. Alors une dame d'honneur, c'est l'assistante personnelle d'une reine, du prince, dame de la noblesse. Elle-même noble et d'un rang inférieur suite à la personne qui insiste. Elle est considérée comme une domestique. Leur fils, Joseph Gabriel Henri Barbier, qui épouse 1689. Les héritiers vendent en 1720 au sieur de Poinçonneau et vendu comme bien national. Maintenant, je vais vous présenter les frères au XXe, au XIXe, achetés en 1720 par Menon, maréchal de Laonnais. C'est un général dans les Viennes. Et le Laonnais, je sais pas, qui acheta aussi le château de Ergonader en Cléder, 1745, à Jacques Toulec, issu d'une famille de paysans riches, marchands de toile, puis à Yves Abervin-Guéguin, paysan riche, 1806. Le manoir passe ensuite par la famille Martin, mais se dégrade. Le manoir de Carré-Gréguin, construit en réutilisant une partie de l'Est, manoir de Mézarn. En 1806, la famille, dont une fille Jean-Marie Martin, qui fait passer la demeure à ses enfants pour une partie jusqu'en 1985. L'eau habitable appartenant à Mademoiselle Sœur Marthe, religieuse de Saint-Joseph de la Paris, est vendue en 1960, qui revend en 1970 à Joseph Le Goff de Ploumard. En 1995, il est propriétaire à la Société d'archéologie du Finistère, ainsi que deux parties. En 1980, militaire restaure le manoir en 2001. Le manoir était à l'origine entouré de murs qui saignaient un parc de 7 hectares et Tremolly. À proximité du manoir se trouvait un quai principal donné sur la route de Plouédern en direction du sud, sur la route de Saint-Servais. Il existait encore 2 pavillons, dont la maison côté de la route, près de la Mézarnoux possédait un moulin apné du Marais monté, ainsi qu'un pont anglais qui n'existe plus. À l'origine, le manoir était composé de 2 corps de logis en triangle, fermés par des portes cochères, c'est caché. Existe toujours, mais celui construit à l'ouest est endommagé et une partie fut démolie.
Elle se termine par un pavillon hexagonal que quelques marches d'escalier à l'ouest sont en moellon et le reste en pierre de taille. De la cuisine et de la salle à manger sont encore existantes. Entre ces deux corps de logis, un pavillon accossé d'une tourelle rend chaque marche d'une seule pierre fait 3 mètres. Dans la cour d'eau vasque, d'une seule pierre de 3 mètres de diamètre, un jet d'eau qui est la fontaine de Saint-Néventaire. Le Mapel, qui se trouvait à 100 mètres aujourd'hui, le parc n'existe plus, tout comme le Coulon-Lac de Vente en 1720. À 16 du fastueux manoir, il ne reste plus qu'une ruine de pierre ronge et menace de s'écrouler. Sont